République démocratique du Congo, les élections générales prévues dimanche ont été reportées au mois de mars dans 2 zones de conflit dont Béni. L'annonce a été faite ce mercredi par la commission électorale. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a promis aux Soudanais de vraies réformes. C'était hier lundi au 6e jour de manifestation contre la hausse du prix du pain assombrie par des heurts meurtriers. Et puis au Nigeria, au moins 13 soldats et un policier ont été tués selon l'armée dans une embuscade tendue par Boko Haram lundi soir dans le nord-est du pays. Mais d'autres sources annoncent un bilan plus lourd de 18 morts. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, les élections générales prévues dimanche ont été reportées au mois de mars dans 2 zones de conflit dont Béni. L'annonce a été faite ce mercredi par la commission électorale qui maintient les 3 élections présidentielles, législatives et provinciales au 30 décembre dans le reste du pays. Les détails. Les élections initialement prévues le 30 décembre en République démocratique du Congo ont été reportés au mois de mars 2019 à Béni et Butembo, en province du Nord Kivu, ainsi qu'à Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe. La région de Béni est touchée non seulement par une épidémie d'Ebola qui a déjà tué 354 personnes, mais aussi par des tueries de civils attribuées au groupe armé des ADF. En ce qui concerne la région de Yumbi, dans le Mai-Ndombe, elle vient d'être touchée par une soudaine éruption de violence à caractère communautaire depuis 2 semaines qui a fait au moins 80 morts et des milliers de déplacés vers le Congo-Brazzaville voisin. Ce report partiel concerne 1 256 117 électeurs sur les 40 millions inscrits. Dans un communiqué, la commission électorale a confirmé que les élections présidentielles, législatives et provinciales se tiendront dimanche prochain dans le reste du pays. La publication des résultats définitifs de la présidentielle est prévue le 15 janvier. La prestation de serment du président élu est fixée au 18 janvier, soit bien avant la date des élections dans les 2 zones où elles sont reportées. Après l'annonce de ce report partiel des élections, un porte-parole de l'Église catholique congolaise, l'abbé Donatien Cholet, a dit craindre un agenda caché dans le processus électoral. Brazzaville a accueilli ce mercredi un sommet exceptionnel sur la République démocratique du Congo. L'objectif principal de ce sommet est de parler des élections reportées pour le 30 décembre prochain. À l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso, des chefs d'État et des chefs de la diplomatie des pays de la communauté de développement d'Afrique australe et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se retrouvent ce mercredi à Brazzaville pour évoquer la situation en République démocratique du Congo voisine à 4 jours de l'élection cruciale pour ce pays. Les 2 organisations régionales craignent que les tensions électorales affectent les pays de la sous-région. 5 chefs d'État ont confirmé leur présence ce mardi, selon le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso. Il s'agit des présidents sud-africains, namibiens, zambiens, botswanais et angolais. Le Rwanda et l'Ouganda ont prévu, eux, de dépêcher leur ministre des Affaires étrangères. Les membres de ces organismes vont discuter autour des divers enjeux actuels en RDC pour la tenue des élections, nommément la sécurité, la non-violence, la paix et la crédibilité des résultats du scrutin. Par ailleurs, la présence du président sortant de la RDC, Joseph Kabila, ou du moins d'un représentant, constitue l'une des inconnues de ce sommet. Selon Barnabé Kikaya, le chef du collège diplomatique du président Joseph Kabila, le gouvernement congolais n'est pas informé sur la tenue de ce sommet. Dans l'entourage du président Denis Sassou Nguesso, on dit avoir un peu hésité avant d'initier ce sommet, mais de sources diplomatiques, il aurait été question de cette initiative au dernier sommet de la francophonie lors d'un tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et le président français Emmanuel Macron. À Madagascar, à quelques heures de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, la commission électorale épluche les derniers bulletins de vote. Le scrutin a opposé 2 anciens chefs d'État, André Rajoelina, crédité de 55% des voix contre 44% pour Marc Ravalomanana, selon les tendances partielles. Reportage.
La commission électorale malgache continue le comptage des bulletins de vote. Alors que les résultats des derniers bureaux de vote sont en train d'être comptabilisés au siège de la CENI et que la victoire s'éloigne pour Marc Ravalomanana, les représentants du candidat qui dénonce des fraudes demandent un recomptage de voix. Plus d'une centaine d'agents de la Commission électorale nationale indépendante s'activent jour et nuit pour traiter les résultats de l'élection. Dans l'un des hangars, des représentants de Marc Ravalomanana s'affairent à vérifier procès-verbaux, bulletins de vote et feuilles de dépouillement avec des membres de la commission. Si le camp de Marc Ravalomanana remet en cause la crédibilité du scrutin et de la CENI pour ce second tour de l'élection, lors du premier tour, aucune requête ou plainte n'avait finalement été déposée par ce candidat. Marc Ravalomanana aura 2 jours après l'annonce des résultats provisoires pour déposer plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Selon les tendances partielles de la Commission électorale nationale indépendante, André Rajoelina est crédité de 55% des voix contre 44% pour Marc Ravalomanana. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a promis aux Soudanais de vraies réformes. C'était hier lundi, au 6e jour de manifestation contre la hausse du prix du pain, assombrie par des heurts meurtriers. Ces manifestations constituent l'une des plus importantes contestations du pouvoir de Omar El-Béchir en 3 décennies. Des précisions à travers ces images. Lors d'une réunion avec les chefs des services de sécurité et des renseignements, Omar El-Béchir a annoncé que l'État va entreprendre de vraies réformes pour garantir une vie digne aux citoyens. Le chef de l'État soudanais a également appelé les Soudanais à ne pas croire à ce que disent les leaders du mouvement de contestation. Il s'agit de la première réaction du président soudanais au mouvement de contestation sociale qui dure depuis 7 jours. Le mouvement de colère d'une partie de la population, qui a touché jusque-là une dizaine de villes, a été déclenché le 19 décembre dernier par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Une grève a débuté ce lundi à l'appel d'un rassemblement de professionnels de différents secteurs après 5 jours de manifestation. Les hôpitaux ont été les premiers à rejoindre ce mouvement. Depuis le début de la contestation, les manifestations ont fait au moins 8 morts selon des responsables du pays. Mais des bilans plus lourds sont évoqués par Amnesty International et l'opposition, qui parlent respectivement de 37 et 22 morts. Des centaines de personnes ont encore manifesté ce mardi à Khartoum, mais un important dispositif de sécurité a empêché toute marche vers le palais présidentiel. Au Nigeria, au moins 13 soldats et un policier ont été tués selon l'armée dans une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram hier lundi dans le nord-est du pays. Mais selon d'autres sources médicales et militaires, le nombre de victimes s'élèverait à 18, soit 17 soldats et un policier. Au moins 13 soldats et un policier nigérien ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram lundi dans le nord-est du pays. Un bilan rendu public par l'armée nigériane. Des sources proches du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'une des factions de Boko Haram qui cible particulièrement l'armée, affirme qu'il ne s'agissait pas d'une embuscade, mais de l'attaque d'une base militaire située près du village Koukarita. D'autres sources concordantes donnent un bilan plus lourd de 18 morts. Un soldat présent sur les lieux a déclaré sous couvert d'anonymat que les terroristes ont tué 17 soldats et un policier dans une attaque qui a duré pendant plus d'1 heure. Selon la même source, les assaillants ont envahi la base militaire après avoir pris le dessus sur le combat et ils y ont mis le feu. Un employé de l'hôpital de Damaturu ainsi qu'une source au sein des milices civiles qui combattent Boko Haram aux côtés de l'armée ont confirmé le bilan de 17 soldats et un policier tués. Les attaques sur les cibles militaires sont quasiment hebdomadaires depuis le mois de juillet, certaines faisant une centaine de morts. Des chiffres toujours discutés par l'armée qui affirme que Boko Haram n'a plus de pouvoir de nuisance dans le nord-est du Nigeria. Le chef de l'antiterrorisme marocain a livré les découvertes de l'enquête de ses services concernant le meurtre de 2 jeunes touristes danoises et norvégiennes. Les 4 principaux suspects ont fait allégeance au groupe État islamique, mais n'ont, selon lui, aucun contact avec les opérationnels de Daesh. Les images. 5 nouveaux suspects ont été appréhendés par les autorités marocaines dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de 2 jeunes randonneuses scandinaves dans le sud du Maroc.
Ces arrestations ont été menées dans plusieurs villes du royaume, portant désormais à 18 le nombre de personnes arrêtées pour leurs liens présumés avec ce double homicide. Un jour, ils se sont mis d'accord, bien sûr sous l'influence de leur émir, de mener une action terroriste à l'intérieur du royaume visant que ce soit les services de sécurité ou des étrangers qui se trouvent au Maroc dans un cadre de tourisme. Directement, ils n'ont aucun contact avec les opérationnels de Daesh. Même s'ils ont établi cette vidéo par laquelle ils donnaient leur allégeance au pseudo-khalife Abou Bakr al-Baghdadi, mais ils n'avaient aucun contact avec des opérationnels qui sont dans les foyers de tension, que ce soit en Syrie ou en Irak ou même en Libye. Les faits remontent à la nuit du 16 au 17 décembre dernier. Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ouland, une Norvégienne de 28 ans, ont été tués dans le sud du Maroc où elles passaient des vacances. Leurs corps ont été retrouvés sans vie sur un site isolé du Haut-Atlas, dans un secteur prisé des amateurs de marche. Les deux victimes ont été poignardées, égorgées, puis décapitées. L'affaire a suscité une vive émotion en Norvège, au Danemark, mais aussi au Maroc, où une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, censée montrer l'exécution d'une des victimes, a mis le pays en émoi. Épargné jusqu'ici par les attentats de l'État islamique, le royaume, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, avait été meurtri par des attaques à Casablanca en 2003 et à Marrakech en 2011. Le ministre turc des Affaires étrangères a rencontré son homologue tunisien Kemaes Djinaoui. C'était à Tunis lors d'une visite durant laquelle les deux hommes ont évoqué la question de la Syrie. On écoute. Cette rencontre était également l'occasion d'examiner les causes régionales. La Turquie a une opinion concernant ces causes, en commençant par la Syrie et sur ce que pourrait être une solution politique pour le pays, ainsi que la situation sécuritaire en Syrie. Nous avons échangé des idées et opinions concernant ce dossier important. Nous voyons que le Premier ministre israélien Netanyahou est très tendu ces jours-ci car il a compris qu'il ne pourra plus diviser la Syrie. Et à vrai dire, Netanyahou a soutenu depuis un bon moment l'organisation terroriste PKK et le YP, les Kurdes, qui sont actifs en Syrie. Et il soutenait ces organisations, mais il a compris maintenant qu'il est incapable de diviser la Syrie. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.